Merci beaucoup, Grégoire. Bah, écoutez, c'est un plaisir d'être ici. Nous, on a eu la chance d'avoir rejoint le CRAC il y a 4-5 ans maintenant. France PCI. C'était pas encore France PCI. Hein. On a inventé le CRAN, tu sais, Normandie à la fin, pour rejoindre le CRAC. Et ça, c'était grâce à mon ami René Koenig. Et c'est vrai qu'on est ravis de participer à ça. Et donc, ce travail, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc c'est un travail qu'on a fait sur la base jusqu'en 2017, je crois, 2014-2017, et donc qui concerne le transfert indirect versus le transfert direct dans les infarctus avec sustécalaï du segment ST. Comment ça marche cette histoire? Bouton de droite. Ah voilà. Donc ce travail qu'on a présenté à l'ACC puis qui a été publié dans la foulée. Et donc, on le sait tous, le délai de transport, ce qu'on appelle les délais système, sont corrélés au pronostic de l'infarctus du myocarde avec sustécalaï du segment ST. Et le critère qu'on utilise en général, c'est le FM7 ou balloon, donc le temps de premier contact médical jusqu'à l'angioplastie. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a quelques papiers qui sont dans la littérature qui disent que si vous faites un transfert indirect, c'est-à-dire que vous ne passez pas par la voie royale qui amène du premier contact médical directement en salle de cathé, eh bien, il y a une perte de chance pour le malade. Mais la plupart du temps, on dit que c'est parce que ça prolonge les délais de transfert. Et donc, ça, nous, on s'est dit peut-être, mais peut-être que ça cache quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a aussi peut-être une mauvaise prise en charge dans le transfert indirect par rapport au transfert direct. Donc, on a voulu voir s'il y avait un impact sur la mortalité de ces transferts indirects en ajustant sur le temps de transfert. C'est-à-dire, on s'est dit, d'accord, ça prolonge le temps de transfert, mais est-ce que est-ce que les conséquences sont tous liées à ce prolongement du temps de transfert? Et puis, on a cherché aussi, à partir de ce moment-là, à trouver les déterminants de ce transfert indirect. Donc, on a pris les patients qui avaient un infarctus de moins de 24 heures, dans le registre France PCI. Le critère principal de jugement, c'était la mortalité à 1 an, avec donc la variable à évaluer qui était le transfert indirect. Alors, on a défini le transfert indirect par l'appel à une compétence médicale supplémentaire avant d'arriver en salle de cours. D'accord? Donc, je vous montre la jungle des transferts préhospitaliers, c'est quand même très compliqué. Vous allez voir comment on a fait ça. Et puis, donc, on a essayé de voir les déterminants. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, ça, c'est les différents systèmes de transfert préhospitalier. Et ça, c'est le paradoxe français. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs numéros d'urgence. Les gens peuvent appeler le SAMU, les gens peuvent appeler les pompiers directement, les gens peuvent aller aux urgences, les gens peuvent aller voir leur médecin traitant. Et donc, vous voyez, donc on est parti de 2760 malades. On en a exclu 46 qui avaient fait un arrêt cardiaque, 256 qui étaient trombolisés et 250 qui n'avaient pas eu d'angioplastie. Et donc, on arrive à 2200 patients. Parmi ces 2200 patients, il y a à peu près 1 millier qui ont un premier contact médical qui est le SAMU. Donc, à peu près 50%, 1100 malades. Il y a 200 patients à peu près, donc 10% qui appellent les pompiers, 200 qui vont aller voir leur médecin traitant ou leur cardiologue, et puis 600, c'est-à-dire à peu près 30%, qui vont se présenter aux urgences. Et parmi ceux-là, à peu près un quart va aux urgences d'un hôpital qui a un cath lab dans cet hôpital-là. Et puis les 3 quarts vont dans un hôpital qui n'a pas de salle de cardiologie interventionnelle. Et puis c'est un peu accessoire, mais 95 patients font leur infarctus alors qu'ils sont hospitalisés pour autre chose à l'hôpital. Alors vous regardez quand même sur la colonne de droite, il y a un mec qui est passé quand même par 6 médecins avant d'arriver au cath lab. Alors, suite à la présentation de ce matin, par souci de transparence, j'ai bien envie de vous révéler ce centre-là, mais Grégoire ne m'a pas donné les données, c'est anonymisé. Donc voilà. Non, après, je plaisante, mais ça, vous le savez, ça, c'est des malades qui sont perdus. Donc, il y a une erreur diagnostique sur l'électro, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, c'est peut-être une dissection », il passe au scanner. Donc c'est des malades qui se baladent de centre en centre comme ça.
Alors, donc, globalement, je vais revenir juste en arrière. Donc, ce qui est en gras, vous voyez, c'est ce qu'on a considéré comme direct, c'est-à-dire SAMU directement en salle de choro, c'est direct. Urgence, donc sans salle de choro, appel SAMU, salle de choro, c'est direct, d'accord? Un cardiologue qui voit le malade, qui appelle le SAMU, qui envoie une salle de choro, c'est direct. Par contre, si le SAMU amène le patient dans des urgences sans choro et que cela appelle le cardiologue qui le prend en cardio et qui les transfère, donc ça devient direct. Alors, donc, au total, quand même, 1847 trajets directs vers la salle de choro et 359 donc, indirects. Ça ne fait pas énorme, c'est 80% quand même de transfert dans les règles. Ce que vous voyez, c'est que déjà, il y a beaucoup de différences entre les deux groupes. On a déjà regroupé des patients qui sont plus graves dans le groupe indirect. Ils sont plus âgés, il y a plus de femmes, il y a plus de kilibre supérieur à 1, donc plus d'insuffisance cardiaque. Il y a plus de diabétiques, il y a un peu plus d'hypertendus aussi. Et puis, par contre, il y a moins de gens qui ont un antécédent coronaire, angioplastie ou infarctus, parce que ces gens-là, ils savent qu'il faut appeler le SAMU et donc ils appellent plus souvent le SAMU. Vous voyez, les premiers contacts médicaux sont évidemment très différents. Donc, plus de SAMU dans le transfert direct, plus de pompiers, plus de médecins libéraux dans le transfert indirect. Ça, c'est les temps de transfert. Et ça, vous voyez, là aussi, vous voyez qu'on sélectionne les patients les plus graves. Déjà, le temps qui est indépendant du premier contact médical, le temps patient, donc à partir du moment où il a la douleur et jusqu'au premier contact, est plus long et beaucoup plus long dans le groupe indirect. Et puis tous les autres temps, évidemment, le temps de transfert est plus long quand on fait un transfert indirect. Et puis il y a des différences. Donc vous voyez, sur la prise en charge préhospitalière, eh bien, les malades ont plus souvent du clopidogrel par rapport à ce qui est recommandé actuellement, qui est soit du prasurel, soit du ticagrelor. Les patients ont moins souvent une anticoagulation pendant le transfert. Et puis, ça concerne plus souvent en fait, l'héparine non fractionnée que l'énoxaparine. Alors, quand on regarde, ça c'est le paradoxe et on a du mal à expliquer, mais c'est quand même comme ça. Ces malades-là ont aussi une prise en charge qui est un peu moins bonne pendant la phase hospitalière. Donc, ils arrivent à l'hôpital. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment bonne ou mauvaise. Il y a des explications. Donc, ils ont un peu moins souvent, des 2B3A. Par contre, ils ont beaucoup plus souvent une petite dose d'anticoagulation parce que ça n'a pas été fait ou parce que le transfert a été trop long. Ils ont moins souvent la voie radiale. Sincèrement, je n'ai pas d'explication à ça. C'est peut-être tout simplement le hasard. Et puis, finalement, le résultat de l'angioplastie est moins bon chez ces malades-là. Il y a plus d'échecs d'angioplastie chez ces malades qui... alors, peut-être c'est les délais, peut-être que c'est parce qu'on les a mal préparés, etc. Et puis, ils sortent un peu plus souvent avec du clopidogrel, mais je pense que c'est un peu la sélection. S'ils sont rentrés avec clopidogrel, peut-être qu'il y avait des raisons de les laisser partir sous clopidogrel, des patients plus âgés, etc. Alors ça, c'est les résultats principaux. Vous voyez, donc quand on regarde... Alors la première partie du tableau, c'est la mortalité hospitalière. Eh bien, taux de mortalité hospitalière, transfert direct, c'est 4%, transfert indirect, c'est 9%. Taux de mortalité cardiovasculaire hospitalière, c'est 3,2% contre 7%. Donc 2 fois plus de mortalité. Ça, ce n'est pas ajusté. Quand on ajuste sur le temps, on passe d'un odds ratio ou d'un hazard ratio à 1 an qui est à peu près pareil, 2 fois plus de mortalité, à un petit peu moins, mais ça reste très significatif. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que la part de l'augmentation, la part que joue l'augmentation du délai de transfert dans l'impact du transfert indirect, c'est à peu près de 30%. Il y a 70% qui est dû au transfert indirect. D'accord? Donc, c'est un élément important. Et donc, sur le critère principal, on a pareil, 2 fois plus de mortalité à 1 an, hazard ratio à 2, qui passe à 1,73 après ajustement, et mortalité cardiovasculaire à 2,28, qui passe à 2 en ajustant. Donc, ça, c'est les courbes de mortalité que vous voyez à 1 an. Alors, évidemment, l'effet, c'est très, très fortement sur la mortalité hospitalière. Après, les deux courbes restent parallèles. Donc, c'est la prise en charge initiale. Une fois qu'ils n'ont pas eu leur problème hospitalier, le pronostic est identique. Ici, on a fait des analyses un petit peu plus complexes pour voir quels sont les paramètres qui sont finalement
qui explique cette différence. Donc quand vous regardez la première colonne, on a mis l'ensemble des paramètres, des variables qu'on avait au moment du premier contact médical, c'est-à-dire sans tenir compte du contact médical. Vous voyez que le transfert indirect sort indépendant. Ensuite, on a mis l'ensemble des paramètres qui sont pendant le transport. Ça reste indépendant. Par contre, quand on regroupe l'ensemble des paramètres, quand on ajoute la prise en charge hospitalière, on a une diminution. Vous voyez, donc on passe d'un odds ratio ou d'un hazard ratio à 2, à peu près à 1,2 pour la mortalité globale et 1,4 pour la mortalité cardiovasculaire. C'est plus significatif, mais ça reste quand même corrélé. Donc il y a une surmortalité, mais qui est probablement expliquée par d'autres facteurs. Alors cette courbe-là, qu'est-ce que ça montre? Donc la première courbe, donc vous avez les taux de mortalité en fonction des différents chemins. D'abord de type d'admission, direct, indirect. Donc ça, je vous en ai parlé. 2 fois plus de mortalité hospitalière, 2 fois plus de mortalité à 1 an. Ensuite, on a regardé en fonction du nombre de contacts. Si le malade avait un contact, donc transfert direct, mortalité, ça n'augmente pas beaucoup. S'il a un deuxième contact, finalement, la mortalité n'augmente pas beaucoup non plus. Donc c'est à peu près pareil. C'est à partir du troisième contact que la mortalité augmente. Troisième contact, c'est-à-dire effectivement urgence, SAMU, CATLAB, il y a 2 contacts. Mais par contre, urgence, cardiologie, SAMU, CATLAB, c'est 3 contacts. Donc à partir de 3 contacts, on augmente la mortalité, on double la mortalité. Et puis la dernière partie du tableau à droite, vous voyez, c'est en fonction du type du premier contact médical. Donc il y a quasiment, en prenant le SAMU, qui est notre référence, comme référence, donc on n'a pas de différence quand ils vont aux urgences, aux urgences d'un hôpital avec angioplastie, aux urgences d'un hôpital sans angioplastie ou au médecin traitant. Là où il y a énormément de transferts indirects et du coup énormément de mortalité, c'est en fait transfert par des paramédicaux. C'est les pompiers essentiellement et un petit peu les ambulances qui sont envoyées par le SAMU pour une raison qui m'échappe, souvent parce que les pompiers et les SAMU sont pris ailleurs. Et puis en bas, ce que vous voyez dans le tableau, donc finalement, c'est les facteurs qui sont indépendamment corrélés à un transfert indirect. Donc évidemment, il y a le temps de transfert, mais ça c'est dans l'autre sens plutôt, c'est parce que c'est indirect que ça augmente. Mais vous voyez, chez le sujet âgé, plus le sujet âgé, plus on fait un transfert indirect. Quand il y a un pompier, une ambulance, il y a un transfert indirect. Et puis quand il y a un médecin libéral, tout ça comparé au SAMU. Alors, ce travail, évidemment, a les limites de toute analyse rétrospective, c'est qu'il y a probablement des variables qui nous échappent, des variables qu'on n'a pas dans le registre, des variables qu'on a, mais qu'on a peut-être mal évaluées. Et puis, l'autre limite, c'est que c'est le système français. Le système français est comme ça. Donc, il n'y a pas un numéro vraiment unique. Il y a des gens qui appellent les pompiers, il y a des gens qui appellent le SAMU. Et puis, on est basé sur médecins dans l'ambulance. Vous savez que dans beaucoup de centres aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de médecin dans l'ambulance. Donc, c'est les paramédics qui arrivent. C'est crash and burn. Ils transfèrent les patients très directement. Mais par contre, le résultat principal de ce travail, qui est transfert indirect égale augmentation de risque de mortalité, je pense qu'on ne peut pas le mettre vraiment en doute, même si ce n'est pas indépendant, qu'il y a d'autres facteurs. Donc, il y a quand même cette relation qui est démontrée. Donc pour conclure, je dirais qu'un transfert indirect par angioplastie est donc associé à la mortalité à 1 an, indépendamment des délais de transfert, que ce transfert survient sur des patients qui sont plus graves, qui sont plus âgés, qui sont plus souvent diabétiques, qui sont plus souvent en insuffisance cardiaque, mais aussi explique en partie un traitement préhospitalier qui est sous-optimal, puisqu'on leur fait moins d'anticoagulants et on ne leur donne pas les anti-P2Y12 qu'il faut. Les facteurs prédictifs indépendants sont donc l'âge, les pompiers ambulances par rapport au SAMU, et puis aller voir son médecin libéral. Et donc, là où il y a quand même donc un message pratique, je trouve, dans ce travail, c'est que transfert indirect, c'est un critère de qualité. Donc, il ne faut pas qu'on regarde juste les délais, parce que paradoxalement, je ne vous ai pas mis, on a mis tout ça en supplément dans le papier. Les pompiers, le délai des pompiers, même si c'est indirect, c'est plus rapide que le SAMU. Les pompiers arrivent très vite sur place, transfèrent très vite aux urgences. Après, les maladies arrivent. Mais il y a quand même donc les délais ne sont pas prolongés, par exemple, pour les pompiers. Deuxième chose, c'est qu'il faut éduquer la population. Appeler le 15, appeler le 15, appeler le 15, et pas autre chose, si notre système de référence est le SAMU.
Et puis, parler avec nos collègues qui dispatchent, donc les régulateurs des SAMU, de ne pas envoyer nécessairement, parce que ça, là, je ne vous l'ai pas montré, mais 50% quand même des patients qui ont eu un autre transfert que SAMU ont appelé quand même le SAMU. Et c'est le SAMU qui leur a envoyé quelqu'un d'autre, soit un médecin, soit SOS médecin, soit quelqu'un d'autre. Donc ça, améliorer la formation de nos collègues urgentistes pour le dispatching et puis pour la prise en charge préhospitalière. Je vous remercie.